peut-être c'est mieux. Hein. Je pense que c'est mieux parce qu'en fait, on va revenir sur pas mal de choses avec la tryptase. Donc, on est parti pour la deuxième présentation. À toi. À moi. Alors, yes, voilà. Donc, enfin, pour ma dernière présentation, vous avez une diapo où je reprends mes affiliations, les logos. Donc, voilà, vous avez tout enfin. Une diapo que j'adore, j'en suis très fière, parce qu'il y a 6 ans, au CFA 2016, Joël Birnbaum, que nous connaissons tous et qui est une personne absolument exceptionnelle, avait proposé que je participe à une session controverse sur la tryptase en défendant l'idée, faut-il doser la tryptase chez tous les patients allergiques? C'était quand même en 2016, donc c'était une proposition de 2015. Et en fait, à l'époque, j'avais conclu que oui, il ne faut pas hésiter à rechercher une anomalie mastocytaire. Avec un dosage anormal de tryptase, on a quand même des indices de gravité clinique et en fait, ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'un simple allergène. Et en fait, je ne suis pas peu fière de moi, je dirais, parce que depuis 2016, en fait, on a eu quand même beaucoup de nouveautés. Donc, on les a un peu vues dans le topo précédent. L'alpha-tryptasémie héréditaire, le diagnostic, la classification des syndromes, mais aussi des désordres en général, l'algorithme de confirmation d'une dégranulation, et puis la nouvelle forme et fonction dont on ne parlera pas trop parce que voilà, il faut quand même garder le temps. Et à partir de là, mon topo va être en anglais, mais je vais parler en français. Donc, première question, pourquoi est-ce que je devrais faire mesurer la tryptase? Alors même qu'en fait, depuis 87, donc ça fait plus de 30 ans, je crois, on nous a dit, voilà, vous dosez la tryptase et vous avez un indicateur de l'activation des mastocytes et aussi de la mastocytose. Et en fait, ce n'est pas parce que personne n'écoute depuis 87, mais parce qu'en fait, il y a, ici j'ai mis juste, je pense, même pas 1% de ce qui a été publié depuis, énormément de travail réalisé. Donc, si on regarde les tryptases, donc maintenant vous êtes au courant qu'il y a 4 isoformes qui sont sur le chromosome 16, donc on ne va pas s'y attarder. Ce que je veux vous présenter dans cette diapo, c'est que quand vous regardez les alpha et bêta, donc on a oublié les gamma delta 1, on regarde les alpha et les bêta. Elles vont soit être libérées sous forme monomérique dans le sang, soit partir vers ce qu'on appelle les granules sécrétoires. Alors, les granules sécrétoires, c'est une marque déposée. C'est un organite intracellulaire qui, quand vous dites granules sécrétoires, ce n'est pas comme si vous disiez des granules. C'est vraiment l'organite qui réalise la dégranulation mastocytaire, qui a une composition précise, qui a un contenu en protéases et autres constituants bien précis. C'est un compartiment qui s'apparente d'ailleurs au lysosome. Et donc, on a les sous-unités bêta, mais aussi alpha, qui peuvent aussi aller vers les granules sécrétoires. Et qu'est-ce qui se passe dans les granules sécrétoires? En fait, ces monomères vont former des tétramères. Alors, jusqu'à il y a 2-3 ans, on considérait que seuls les bêta pouvaient former des tétramères. Depuis 2-3 ans, on sait que les alpha aussi peuvent s'associer avec des bêta et former des tétramères. Donc, on a une complexité qui est accrue. Pourquoi? Parce que les tétramères bêta et les tétramères alpha-bêta ont des modes d'action différents et donc des symptômes différents. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais sachez qu'on a des homotétramères et des hétérotétramères et que ça a un effet sur les symptômes. Donc, on reprend le petit train-train. Les monomères qui sont libérés de manière continue contribuent au niveau basal de la tryptase. Quand on a une dégranulation mastocytaire, on a ces tétramères, homo et hétéro tétramères, qui sont libérés sous la forme de ce qu'on appelle la tryptase aiguë. Nous, on a le test de tryptase totale, c'est celui qu'on utilise, on dit tryptase, mais en fait c'est la tryptase totale. Et donc, on l'utilise aussi bien pour les pathologies aiguës, comme l'anaphylaxie, que pour les pathologies chroniques dont on a parlé jusqu'à présent. Il existe un dosage de la tryptase mature, donc des tétramères, quels qu'ils soient,
qui est fait par Laurence Schwartz aux États-Unis dans son laboratoire, donc c'est absolument pas disponible en commercial. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on utilise la tryptase totale en fonction de la physiologie. C'est-à-dire qu'on a... Donc on a notre tryptase basale qui reste tranquille avec des petites variations, des petites vaguelettes en l'absence d'un facteur déclenchant. Quand on applique un facteur déclenchant, les mastocytes dégranulent, on va avoir une augmentation de la tryptase. Cette augmentation va être détectable à partir d'un certain moment. On a évidemment un pic et puis après on a un temps de demi-vie, un retour à la basale et c'est bon. Et en fait, donc on va regardez la tryptase basale, la tryptase aiguë et de nouveau la tryptase basale. En fonction de quoi? Donc en fonction de l'état des mastocytes, un état au repos, un état de dégranulation et un état de retour à la normale avec la fin de la dégranulation. Qu'est-ce qui est important à savoir? C'est que l'état détectable de la tryptase aiguë, en fait, est retardé d'au moins une demi-heure par rapport au début des symptômes quand vous avez appliqué votre facteur déclenchant. Donc, il ne faut pas doser la tryptase, il ne faut pas prélever la tryptase dans la seconde ou dans les minutes qui suivent. Le pic est atteint en environ 1 heure et le retour à la basale s'est fait en environ 24 heures. Donc on a un timing qui est très précis pour faire les prélèvements de tryptase aiguë et basale. En fait, on va en reparler, mais c'est vraiment important de poser les jalons. La tryptase aiguë, il faut la doser idéalement entre une demi-heure et 2 heures après le début des symptômes. C'est vraiment le point de repère pour nous. Évidemment, si vous voyez le patient à 3 heures ou à 4 heures, vous allez lui prendre quand même un prélèvement parce que ce prélèvement aigu est précieux, on ne peut pas le répéter. À l'inverse, un prélèvement de tryptase basale, que vous le fassiez à J2 ou à J15, ça ne changera pas grand-chose, même en théorie, pas du tout. Donc c'est très important d'avoir en tête ces jalons qui sont très simples. Hein. On a le mastocyte qui ne fait rien, le mastocyte qui s'excite, le mastocyte qui de nouveau ne fait plus rien. Et vous avez un décalage entre l'augmentation détectable de tryptase et le début des symptômes, avec ensuite donc, le retour assez rapide à la normale. Donc ce sont les 3 éléments sur lesquels on va se baser pour le reste. Question fondamentale. Là-dedans, est-ce qu'on a une valeur de référence pour la tryptase basale? Et ça, c'est une question qui est très importante, parce qu'en fait, on parle de tryptase, donc on a dit depuis 87, mais en réalité, en fait, on n'est absolument pas de la même chose, mais vraiment absolument pas. En 80, donc je ne parle pas des méthodes non commerciales avant 90, mais en 91, par exemple, on avait un test de tryptase qui était un test radioimmunologique qui mesurait la tryptase mature. Donc vous avez vu que la tryptase mature, ce sont les tétramères, avec une valeur normale indétectable. Et le 95e percentile qui était inférieur à 2, donc vraiment indétectable. De là, on est passé à quelque chose qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était une méthode ELISA maison, où on avait donc déjà des valeurs qui ressemblent à celles qu'on connaît, avec une valeur supérieure à 13,9. Donc certains utilisent encore cette valeur de 13,9 il y a beaucoup d'années. Juste après, on a eu la méthode qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle la tryptase totale de chez, à l'époque c'était Pharmacia Diagnostic, qui a été ensuite Phadia et qui est maintenant Thermo Fisher Scientific. Mais cette variante-là de la méthode avait une moyenne géométrique de 5, avec un 95e percentile à 13,5. Cette méthode a été améliorée petit à petit. En 2001, on a eu cette version de la méthode qui a eu un succès absolument faramineux avec la moyenne géométrique à 3,8 et le 95e percentile à 11,4. Donc ça, visiblement, ça a marqué tous les esprits. Depuis 2011, donc ça fait plus de 10 ans, on est à 3,4 et 11,0, mais personne ne l'a remarqué. Et vous allez rigoler, mais en 2022, le test change et on a de nouvelles valeurs normales qui sont donc 3,3 pour la moyenne géométrique, donc ça ne change pas énormément. Par contre, compte tenu aussi, donc ça tombe bien, de l'alpha-tryptasémie héréditaire,
il faut oublier le 11 ou le 11,4, la valeur, le 95e percentile passe à 8,4. Donc c'est vraiment plus du tout la même chose. On ne peut pas dire, ah oui, mais c'est 11,0 ou 11,4, c'est pareil. Non, non, là on est à 8. 8, c'est pas 11. Donc ayez en tête que même quand vous lisez un article, si vous lisez, ça arrive même tous les jours, vous lisez un article de 2016 qui a été fait, enfin qui rapporte des résultats de tryptase de 2005, vous êtes déjà en retard de plusieurs versions de la méthode. L'autre aspect, c'est la population de référence qui a été utilisée. Donc là, on revoit ce petit graphe que moi j'adorais quand il était sur le site de Thermo Fisher, parce qu'en fait, c'est le graphe qui correspond aux valeurs de 2001. Et en fait, ils avaient fait presque, je dirais, l'imprudence de l'afficher sur leur site. Et on voyait bien que parmi ces 126 sujets apparemment en bonne santé, on avait quasiment tout le monde qui était là en dessous de 8, et puis on avait 3 Pékins qui se couraient après dans les valeurs supérieures. Et donc, avec un jeu de calcul, on était sorti avec un 11,4 en 95e percentile. Mais on voyait bien que ce n'étaient pas les mêmes. Et je pense que certains d'entre vous m'ont déjà vu dégranulés depuis des années et des années en disant « non, c'est pas normal ». Donc ça tombe bien parce qu'à partir de 2014-2016, en fait, donc on a des Européens d'Anvers et des Américains, donc de chez Laurent Schwartz, qui ont commencé à dire « mais non, mais regardez, les normaux, ils sont toujours en dessous de 10, et ceux qui sont supérieurs à 10, que ce soit même parfois à 8 ou à 9, ce sont des anormaux, ils ont quelque chose en plus. C'est une forme familiale d'augmentation de la tryptasémie basale, et cette augmentation, parfois, commence à 6,5. Donc j'ai surligné, mais enfin vous comprendrez que c'est important d'en parler. Donc on a un message clé qui est là, qui est qu'à partir de 2022, le test tryptase total qui va être commercialisé donc sous le même nom par le même fournisseur que depuis 30 ans a une valeur normale supérieure qui est à 8,4. Et en dessous même de cette valeur, donc entre 6,5 et 8, c'est pas moi qui le dis, ce sont la grande assemblée réunie des Européens et des Américains, entre 6,5 et 8, nous sommes dans une zone grise dans laquelle il faut chercher des indices qu'on peut appeler des drapeaux rouges. Par exemple, des histoires cliniques ou un examen clinique qui pourrait être évocateur d'une anomalie mastocytaire, ou la présence de membres de la famille avec une tryptase basale supérieure à 8. Donc ça, c'est en fait, on commence vraiment à regarder cette tryptase avec beaucoup plus d'attention. Ça, c'est un cas clinique très simple, donc je vais vous l'afficher très vite. C'est l'exemple d'une femme qui avait 46 ans en 2015-2016, qui avait fait une espèce d'errance diagnostique depuis 1994, donc en fait pratiquement toute sa jeunesse, elle est de 69 en fait, jusqu'à ce qu'elle arrive, jusqu'à ce qu'elle, je dirais, atterrisse en médecine interne, et que l'interniste, qui était un grand professeur quasiment en train de partir à la retraite, a dit « bon, eh ben, nous devrions mieux prendre en charge ces allergies ». Mais comme elle a fait une anaphylaxie récemment, je pense que même si elle n'a pas de signes cutanés, il faudrait quand même faire la tryptase. Et bingo, tryptase 85, mastocytose confirmée 2 mois plus tard. Donc en fait, à partir du moment où on a pensé à faire la tryptase, cette patiente qui de 1994 à 2015-2016 avait souffert le martyre, a eu son diagnostic, et depuis, elle est quand même prise en charge correctement. Ici, pareil, j'ai un autre cas clinique, donc je vais aller assez vite. Alors, je prends quand même le temps de vous préciser que toutes les photos qui n'ont pas donc toutes les photos sauf une de cette présentation sont prises par moi. Donc elles sont libres de droit, vous pouvez les utiliser, puis évidemment, vous pouvez les admirer. Donc c'est une femme, donc cas clinique intéressant et réel, une femme de 50 ans qui a ressenti donc, éventuellement une piqûre pendant une balade. Donc en fait, les piqûres en balade, c'est quand même assez... il y a beaucoup de causes possibles. Et en fait,
vous la recevez au cabinet, vous lui faites les tests cutanés, vous lui faites aussi la tryptase et vous trouvez une tryptase élevée. Donc en fait, cette tryptase élevée, c'est important de la doser parce qu'elle vous oriente vers l'anomalie mastocytaire qui était une mastocytose. Si vous ne dosez pas la tryptase, vous la laissez repartir dans la nature avec son anomalie mastocytaire et elle pourra passer l'arme à gauche pour d'autres raisons plus tard. Et quand on dit on va envoyer à l'équipe spécialisée en fonction de comment est l'organisation locale, ça peut être de l'allergo, de la médecine interne, de la dermato, de l'hémato, chacun a ses propres spécificités. Je précise aussi, en fait, pour les cas cliniques, quand vous avez un petit texte ici sous les images ou à droite, c'est le bilan allergologique qu'on n'a pas le temps de détailler. À propos du risque lié à la tryptase, je voudrais vous rappeler que déjà en 2009, il y avait eu toute une étude multicentrique européenne qui avait trouvé qu'une tryptase basale supérieure à 5 était associée à un risque de réaction sévère après des piqûres d'hyménoptère. Et cette augmentation, eh bien, en fait, on la voyait déjà pour des valeurs qui sont comprises entre 8 et 18, 19, avec jusqu'à 2, presque 3 fois plus de risques. Et les auteurs concluaient, en fait, on pense que cette valeur de 11,4 est inadéquate. Donc c'est 2009, c'est quand même il y a 13 ans. Donc ici, c'est le même cas clinique, mais légèrement modifié, où on a une tryptase qui n'est pas tout à fait élevée selon ce qu'on aurait pensé il y a 5 ans, mais qui est quand même à 9. Et cette tryptase à 9, avec une réaction systémique au venin, est ce qu'on appelle un drapeau rouge, un red flag. Donc il faut faire la tryptase de manière à savoir ne pas passer à côté des indices de mastocytose ou d'autres pathologies mastocytaires. Plus rapidement, y a-t-il des facteurs qui modifient le niveau de tryptase? La réponse est oui. Donc je les ai classifiés en modificateurs, enfin, je sais pas comment, oui, modificateurs, perturbateurs forts. Donc on a la HAT, on a les différentes mastocytoses, mais on a aussi les infections ou infestations helminthiques, ou certaines, et surtout, l'insuffisance rénale chronique. Ça, c'est quelque chose qui est important. On en parlait, je pense que le premier papier est sorti en 2016, et depuis, c'est vraiment devenu quelque chose d'important. Si vous avez un patient avec une insuffisance rénale chronique, il n'est pas impossible que sa tryptase élevée soit liée à cet état rénal. Et donc, quand vous avez vos patients, donc votre 100% de population, vous avez environ 6% qui ont une tryptase basale supérieure à 11, et parmi ceux-là, plus de 90% vont être des tryptasémies héréditaires. Et parmi ceux qui sont entre 7,5 et 11,4, en fait, vous en avez certains qui sont de manière stable à ce niveau, et d'autres qui en fait font le va-et-vient avec des valeurs au-dessus de 11. Parmi les perturbateurs faibles, on va dire, on a l'âge, le sexe, avec les hommes qui ont des tryptases relativement, enfin, un tout petit peu plus élevées, et puis surtout le fait d'avoir un BMI important, le fait d'avoir le LDL cholestérol élevé, d'avoir un syndrome métabolique, le fait de fumer, sont associés à des augmentations de tryptase qui ne sont pas forcément très importantes, mais en fait qui peuvent jouer un rôle si vous êtes dans la finesse du diagnostic. Juste 2 mots sur comment on interprète l'augmentation de la tryptase. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est comme le MCAS, c'est simple. Vous prenez correctement votre tryptase aiguë, vous prenez correctement votre tryptase basale, et vous avez votre algorithme qui est défini depuis 2012 et qui est ensuite validé tous les ans depuis. Il faut que votre tryptase aiguë soit supérieure à 1,2 fois la tryptase basale plus 2. Donc on a des exemples. Alors ça c'est pour rigoler. Voilà. On a un exemple très simple ici. On avait vu aussi avec les hyménoptères. Vous avez une tryptase basale qui est inférieure à 1, donc on va lui accorder la valeur de 1, une tryptase aiguë à 8,
votre calcul, ça va être 1,2 fois 1 plus 2. Vous avez un seuil à 3,2. Votre valeur de 8 est supérieure à 3,2. Vous confirmez la dégranulation mastocytaire. Et j'en profite pour vous dire que, en fait, la tryptase, elle peut être mesurée à tout âge. Ici, elle a 13 ans, mais elle pourrait avoir 13 jours ou 13 mois. Vous n'avez aucun problème pour doser la tryptase. J'en profite aussi pour vous dire que dans certains cas, la tryptase apparaît comme indétectable sur les résultats du laboratoire. Ce n'est jamais un déficit en tryptase, ça n'existe pas. C'est rarement une erreur de dosage, donc c'est vrai que c'est pas mal de contrôler, mais enfin, même quand c'est une erreur de dosage, ce sont des tryptases qui sont basses. Justement, donc vous voyez qu'on passe de 2 à 3 à 7, parce que vous avez tous les autres cas cliniques en annexe. La tryptase, même quand vous êtes mort, elle peut vous servir. Donc en fait, on peut l'utiliser en post-mortem. Leïla va pas m'en vouloir, mais en fait, c'est le patient qui est... C'est un vrai patient qui est vraiment mort après une deuxième injection de produits de contraste iodé. Et en fait, il avait fait un premier choc Oxenetics en octobre 2020-21 et il avait eu besoin d'une intervention en urgence avant d'avoir pu aller chez l'allergologue, donc il avait reçu du Visipac et en fait à l'injection du Visipac, eh ben, en fait, on l'a perdu et il a eu un dosage de tryptase post-mortem qui a été fait donc à la fin de la ressuscitation qui était à 115. J'en profite pour vous dire que le fait de faire un massage cardiaque ne modifie pas la tryptase, même si on a pu dire que le cœur est riche en mastocytes. Après, si vous êtes dans le trouble et que vous avez besoin d'un peu d'aide, n'hésitez pas à chercher autour de vous, parce que si vous êtes, quelle que soit votre spécialité, quel que soit votre mode d'exercice, il y a toujours autour de vous quelqu'un qui pourra vous aider. Donc vous voyez ce petit criquet qui a 6 pattes, qui se tient avec chaque patte à un brin d'herbe. Ben, en fait, nous, on est pareil. On se tient de partout et c'est important. Le message avant de décoller, donc comme cette jolie libellule sur la baie de la Ciotat, c'est qu'il faut vraiment penser à la tryptase. Il ne faut pas oublier que ce qu'on lit dans des articles de 2000 ou 2006 ou 2010, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a maintenant. N'oubliez pas qu'on change des valeurs de référence. On sait maintenant qu'on a la HAT. On sait mesurer et décider de ce qui est une vraie augmentation aiguë. Et puis surtout, on sait que ça sort tous les jours et qu'il faut absolument rester à jour.